Nous voilà donc à Fort Chardon. Vous avez notamment eu les informations suite à votre entrevue avec Ilan Tro, le médicus de la garde municipale. Un certain nombre d'informations sur les victimes, les différentes victimes de l'écorcheur, qui sont au nombre de quatre. Ilantro n'était pas entré dans les détails puisque finalement c'est un individu qui vise l'efficacité et qui est très froid dans l'exécution de sa mission et pour le coup saura vous renseigner sur les éléments médicaux, mais vous sentez bien que si vous devez avoir d'autres informations, il vous faudra vous rapprocher de votre nouveau meilleur ami, le capitaine Marvello, avec qui vous avez sympathisé pour certains, voire pour la totalité quasi du groupe, hein, d'ailleurs. J'ai vraiment senti que il y avait une estime réciproque qui était en train de naître. Euh, Bah, la preuve, le capitaine Marvello nous confie même une garde rapprochée. Alors, Exactement. Ça, et d'ailleurs, Loyo est très sensible au fait de pouvoir disposer d'une escorte à la hauteur de sa renommée. Tout à fait. C'est bien là le moindre qu'on puisse faire pour moi. Exactement. Et d'ailleurs, Euh, c'est peut-être un petit peu sous-évalué comme capacité pour mon importance que je revêt. Mais j'en parlerai à qui de droit le moment venu. voilà, tu te le notes et quelque part, voilà, tu te dis que ça va dans le bon sens et que finalement Fort Chardon pourrait être le début de la reconnaissance tant attendue. Euh, qui nous amène aussi à indiquer que vous aviez en tête plusieurs actions possibles et à vous de me dire ce vers quoi vous voulez vous tourner. Il y avait d'une part le fait de résoudre le mystère de la feuille ensanglantée et d'en connaître un peu plus sur son contenu, ce qui vous obligeait En d'une allant manière ou d'une autre avoir un à... alchimiste. Exactement. Ça, c'était le premier, la première action discutée ensemble. Et ensuite, vous aviez d'autres destinations qui s'offraient à vous, notamment d'aller faire un petit tour du côté de la tour de l'Ordo Magica, et aussi d'échanger éventuellement, et c'est ce que je disais il y a quelques minutes, avec le capitaine Marvello, qui vous avait indiqué qu'il y avait potentiellement des témoins qui avaient découvert les victimes, les quatre victimes, et que voilà, des informations pouvaient aussi être partagées à ce niveau-là. Mais Voilà. aussi les registres d'entrée et de sortie dans Fort Chardon. Oui. Exactement. C'était aussi une possibilité qui s'offrait à vous. ouais. Sauf que ça, les registres de rentrée et sortie, à mon avis, le temps que le capitaine les mette la main dessus, et je pense s'il va pas faire ça en 5 minutes. Donc, je Non, pense qu'on. c'est effectivement, il a mandé évidemment un garde pour ramener les registres. Maintenant, tout dépend de la période souhaitée et sachant qu'il y a plusieurs points d'entrée. Alors, il y en a deux principaux dans Fort Chardon, mais bon, voilà, faudra forcément Dont un qui prendre est le temps. malgré tout assez proche de la place de la Reine, donc logiquement on peut se dire qu'ils ont transité par là, ce qui Ben serait quand non, même assez simple. justement. Pas J'ai, nécessairement. j'étais en train de réfléchir à ça Mhm. par rapport au peu par rapport à ce qu'on a commencé à découvrir de Fort Chardon et par rapport aux victimes qui ont été retrouvées. Il y a la première victime a été retrouvée sur la place du Crapaud. C'est la place qui se trouve tout au nord, près de la porte nord. C'est vraiment la première place, le premier endroit où quelqu'un qui arriverait par la porte nord passe par la place du Crapaud. La seconde victime a été trouvée pas loin du bordel de les salons de Simbarum, qui se trouve lui aussi place du Crapaud. Euh,
Après, la troisième victime a été trouvée près de c'était une serveuse à la roseraie qui est morte près de la porte nord aussi. Ça en fait 3 déjà comme ça. Et la dernière personne, c'est un ramoneur qui a été retrouvé près de chez Maître Vernam. Donc je pense les Ce 3 serait premières porte victimes. nord et porte ouest qui seraient les plus. En fait, si on part du principe que la personne est arrivée, je pense qu'elle est arrivée directement par porte nord. pour faire son méfait. Déjà, ça se trouve, elle était en ville déjà depuis une semaine, mais admettons, oui. Moi, je pense qu'elle est arrivée par la porte nord. Peut-être elle a concentré ses recherches à cet endroit-là et qu'elle a fait plusieurs victimes à cet endroit-là. Peut-être que une des victimes, parce que savoir que la serveuse a été retrouvée près de la porte nord, mais qu'elle servait dans une auberge qui s'appelle la Roseraie, qui se trouve pas très loin de la place, la place de la Reine, proche de là où se trouve Maître Vernam. Donc je pense que les 3 premières victimes qui ont été retrouvées près de la porte nord, ça a commencé à aiguiller vers la Roseraie qui se trouve pas très loin de chez Maître Vernam, et la dernière victime a été retrouvée dans un poulailler près de chez Maître Vernam. Donc vraisemblablement, ce serait quand même, si on poursuit cette piste, c'est clairement porte nord, porte ouest. Ouais, moi je suis même partant pour vraiment se focaliser sur la porte nord. Sur la porte nord, ouais. Et d'aller aussi d'attendre un peu, de voir un peu si le capitaine a quelques comment dire, s'ils ont consigné les témoignages, qu'on puisse y jeter un œil si possible. Mais voilà, si on doit faire une recherche sur les registres d'entrée, je pense que c'est la porte nord. Après, ce n'est que mon avis, je pense il faudrait la priorité, ce serait peut-être le document plein de sang à faire nettoyer. Après, on passe toutes les pistes qu'on pourrait potentiellement suivre. Après, en effet, je pense pas que les registres non plus soient la priorité, mais on l'avait évoqué. Et il me semble que précédemment, nous options plutôt pour, et même unanimement, pour aller nous tourner vers l'alchimiste. Ouais. Donc, allons-y de ce pas. Oui. Sauf que vous voulez vous en référer uniquement au capitaine pour trouver un alchimiste. Oui, je pense qu'on a passé quand même pas mal de temps à tisser une confiance très très forte, très solide aujourd'hui avec le capitaine. Profitons-en. Oui, puis on pourrait en profiter pour lui demander ce qu'il a relevé comme témoignage au moment des découvertes des corps sur chaque scène de crime. Oui, jouons cette carte-là jusqu'au bout. Je pense que le capitaine, on s'est engagé à faire preuve de transparence, il en faisait tout autant. Jouons cette carte jusqu'au bout. Oui, je pense que si à un moment on sent qu'il n'abonde plus dans notre sens, dans ce cas-là, on s'arrangera pour ne plus avoir recours à ses services. Mais déjà, dans un premier temps, il est forcément mieux informé que nous. Essayons de soutirer tout ce qu'on peut soutirer. D'accord. Vous faites quoi, les donc on prend la direction du bureau de Monsieur Marvello. De notre cher capitaine, très bien. Donc vous ressortez du baraquement dédié, on va dire, au Medicus. Toutes les... Il y a quand même une petite effervescence dans les différents... dans la garnison, ne serait-ce que parce que effectivement vous avez le sentiment que la dernière découverte en date, donc du corps de Maître Vernam, donne on va dire un caractère encore plus officiel, puisque jusqu'à présent, sans enquête de respect aux différentes victimes, on était quand même sur on va dire des personnages lambda de la population de Fort Chardon, certains de passage, certains résidents. Maître Vernam était une figure de Fort Chardon. Donc vous sentez beaucoup de monde mobilisé en vue d'attraper l'écorcheur et surtout de stopper cette spirale infernale.
Voilà. Je vous rappelle également qu'il fait toujours très froid. On est en hiver, donc nous sommes dans le courant de la journée. On est, oui, à la mi-journée là. Voilà. Donc vous vous dirigez vers le bureau. Vous connaissez la route maintenant puisque vous l'avez déjà emprunté quelques fois. Le capitaine Marvello est en train de s'affairer sur ce qui semble être une représentation de la carte de Fort Chardon en essayant de localiser et vous le percevez à travers les échanges qu'il a avec un de ses soldats, les différentes pistes et ou éléments qu'il a pu récolter déjà des précédents meurtres. Moi, je vais à côté de lui, hein, à côté du capitaine Marvello, et je lui ressors ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport aux morts. En fait, c'est surtout pour avoir une confirmation, parce que lui, il connaît bien la ville. Moi, je la connais assez peu, et je fais ça à peu près de quelques trucs que j'ai pu voir depuis quelques jours. Donc je lui demande bien confirmation si les salons de Symbaroum, si c'est bien à cet endroit-là, c'est bien là qu'a été trouvée telle victime. Voilà, je lui pointe exactement tout ce que j'ai dit tout à l'heure en disant que s'il y a des registres d'entrée intéressants, ça doit certainement être ceux de la Porte Nord. Et que la piste de victime a l'air de plus ou moins de se diriger vers Maître Vernam, si on prend pas en compte le fait que la serveuse était retrouvée près de la Porte Nord, mais qu'elle travaillait dans le même quartier que là où habite Maître Vernam. J'ai l'impression que ça se rapproche de chez lui, que c'est voilà. Si je me suis pas trompé. Alors effectivement, il confirme à demi-mot que par rapport au raisonnement, ton raisonnement, hein. Et voilà. Après, il insiste bien sur même s'il y a eu une localisation près de la place du Crapaud, la manière dont les différentes victimes ont été retrouvées est quasi la même à chaque fois. C'est-à-dire qu'on retrouve un corps qui est suspendu, avec toujours un grand soin dans la découpe, si on peut parler ainsi. Et ce qui est très surprenant également, c'est que finalement les gabarits sont aussi différents. Parce qu'on se retrouve avec des victimes qui globalement passent du trappeur à la serveuse, en passant par le ramoneur et le chasseur de trésors, et finalement entre le trappeur et la serveuse, on va dire on est quasiment du simple au double dans la corpulence et possiblement la résistance de la victime. Donc ce qui veut dire que de toute façon on est face à une chose ou un être qui dispose de capacités physiques, ou en tout cas de neutralisation au-dessus de la moyenne, pour à la fois maîtriser la victime et ensuite, de la même manière, et on en avait déjà discuté la dernière fois, empêcher que cette victime braille pendant les opérations chirurgicales qui s'imposent. Voilà. Ce que vous dit également le capitaine Marvello, c'est que à travers les témoignages qu'il a pu collecter sur les différentes localisations, donc outre le fait que le corps soit suspendu, très clairement, à chaque fois qu'un témoin a découvert le corps, au départ, il a eu, notamment sur les 2 premières victimes, l'impression que c'était un morceau de viande qui avait été sorti tout droit de l'abattoir. Et c'est qu'après coup que chacun s'est rendu compte que le morceau de viande en question pouvait avoir quelque chose en commun avec l'espèce humaine.
Donc ça a fortement aussi traumatisé les différents témoins. Ça, je pense que tout le monde peut en convenir. Et que sur les 2 premières victimes, en tout cas, l'être ou la chose, à chaque fois, le capitaine Marvello est assez hésitant puisqu'il a du mal à, à admettre que ça puisse être un être humain qui fasse ça. Il a vraiment eu le temps de faire le boulot correctement, ce qui est moins le cas, et il l'a remarqué sur les victimes 3 et 4, hein, donc sur Chanda et Théoman, qui eux, pour le coup, on a l'impression, notamment pour le Théoman, que ça s'est fait un petit peu à la va-vite au niveau de la découpe. Bon, il faut dire que il était à moitié suspendu. On l'a retrouvé, pour rappel, dans un poulailler. Donc, je vous laisse déjà imaginer l'odeur d'un poulailler de manière naturelle, qui plus est avec une viande faisandée. Enfin, en tout cas, avec l'odeur très forte du corps. Ça n'a pas rangé les choses et voilà. Ceux qui ont découvert les corps sont aussi d'origine très variée, hein. Voilà, il a pensé après à se dire tiens, je pourrais faire des recoupements par rapport on va dire à la nature de ceux qui me rapportent ces faits et est-ce qu'il y aura une quelconque complicité? C'est pas absolument pas le cas, bien évidemment, mais il a voulu quand même évacuer cette piste. Donc la première victime a été retrouvée par exemple par un médicus qui s'appelle Merkilo. La deuxième victime a été retrouvée par un aubergiste. La troisième victime par un apprenti tanneur et la quatrième par un négociant en épices qui était de passage à Fort Chardon et qui se souviendra assez longtemps de ce passage. Autant dire que voilà, de ces témoignages, il n'a pas pu en tirer grand-chose, si ce n'est un grand traumatisme pour ceux qui ont découvert ces scènes absolument horribles. Et avec en commun, évidemment, le fait que ça ne ressemblait plus vraiment à des corps. En tout cas, pour les victimes 3 et 4, le corps était beaucoup plus tailladé. Et ça ressemblait, c'était un peu moche à voir. Et est-ce que dans les témoignages, on arrive, ou même peut-être avec les relevés, on arriverait à savoir depuis quand est mort la personne, depuis quand l'écorchage s'est fait, parce qu'on les a retrouvés à certaines dates, mais ça se trouve ils n'étaient pas morts ce jour-là, ils étaient peut-être morts depuis plus longtemps, ou est-ce qu'on arrive à avoir une différence, ou est-ce que de toute façon non, ce sont forcément des morts, enfin des écorchages qui ont été découverts très rapidement, puisque de toute façon il y a beaucoup de passages et c'est relativement frais toujours à chaque frais. fois, c'est toujours frais, hein. Je pense que la séquence, de par l'exposition, le mode opératoire et le fait que de toute façon il n'y avait pas de... c'est là ce qui est troublant, c'est que fondamentalement, personne n'a le sentiment que l'être ou la chose qui perpètre ces actes a vocation à cacher. Voilà, simplement, bon bah si ça se voit pas tout de suite, pourquoi pas, mais voilà, il n'y a jamais une manière de dissimuler le corps en question ou les amas de chair qui vont avec. Voilà. Très bonne, très bonne information ça. Le capitaine Marvello est quand même dessus depuis près d'une semaine, donc il vous dit que évidemment qu'il a fait quand même voilà, son petit bonhomme de chemin en termes de réflexion et puisque une confiance semble naître entre vous, et il insiste sur sur la nécessité de partager ces éléments. Oui, on l'avait promis, on respectera notre promesse. Là, la première chose qu'on veut faire là, c'est il nous faut un alchimiste. L'Oyo pense que un alchimiste serait capable de nettoyer
un parchemin ensanglanté qui a été retrouvé là-bas, qu'on vous a montré. Est-ce que ça nous donnera une idée de piste à suivre par la suite? Je ne sais pas, mais ou tout le moins décrypter les mots et les morceaux de phrases qui sont cachés par le sang. Ouais, parce qu'en plus la lettre parle quand même du maître de Fort Chardon. Elle lui est adressée, si je me souviens bien. Donc C'est exactement ce que vous aviez comme pu entreapercevoir, pardon, sur la feuille, oui. ouais. Donc écoutez, si vous avez, je sais pas si vous connaissez un alchimiste compétent. Ouais, écoutez, je pense que là-dessus, on peut évidemment mobiliser nos connaissances dans Fort Chardon. Je pense notamment pouvoir solliciter un alchimiste qui se situe près de l'esplanade des Antiquités. Ça ne devrait pas prendre très longtemps de pouvoir le trouver et qui puisse nous aider à rétablir, on va dire, sans parler d'état original, en tout cas quelque chose qui pourrait nous donner un peu plus de vérité sur le contenu de cette missive. Écoutez, parce que et là je me tourne vers Loyo parce que moi j'y connais rien. Je suppose que il va pas juste l'alchimiste va pas juste renverser, va pas juste vider une fiole dessus et ça va tout de suite apparaître. Il va falloir lui laisser. Il va certainement lui falloir un certain temps. Je le crains, oui. C'est à mon avis une succession de produits avec différents séchages, peut-être différentes expositions à la lumière du soleil ou non, donc peut-être aussi de la lune. Donc oui, je crains qu'il y en ait pour quelques temps. Dans ce cas-là, moi, ce que je propose, c'est qu'on aille voir l'alchimiste, on lui dépose le document, on lui explique ce qu'on veut, et une fois que c'est fait, on se... Ah, moi, il faut que j'aille... Oui, j'ai quelque chose à faire. Moi, je dois passer chez Mère Meira aussi pour poser 2-3 questions, puisqu'on cherche aussi ce que Verna m'a dit dans sa lettre posthume. Il parlait du chasseur de trésors qui avait ramené ce crâne de roi Ambrien, de roi Cimbarien de la forêt, avec cette histoire de malédiction et tout ça. Et ce type, comment s'appelait-il? Garak. Ouais. Oui, c'était Gorak. quelque chose. Gorak. On sait pas où est-ce qu'il est. Non, en tout cas, là, comme ça, vous avez simplement la lettre qui vous indique cette identité. Voilà, sans plus d'informations. Donc je pense que ce serait une piste. Je pense que ce serait une piste à suivre. Peut-être essayer d'aller poser des questions aussi à droite à gauche, savoir si quelqu'un sait où il est. Est-ce qu'il est toujours parce que comme en tant que chef d'expédition, il a dû engager des mercenaires. Mère Meira, de ce qu'on a cru comprendre, elle côtoie beaucoup le milieu mercenaire. Peut-être qu'elle aurait entendu certaines choses. On sait. Voilà. C'était une idée, et sinon, le temps que l'alchimiste fasse ce qu'il a à faire, c'est d'aller poser des questions à Lordo Magica sur comment le meurtre a été perpétré, comment ça se fait que les victimes n'ont pas hurlé, et cette histoire de peau arrachée et tout ça, c'est donc voilà. Tout à fait. Ça, je peux m'en charger à la limite pendant que vous allez voir votre cher ami. Et d'ailleurs, je peux aussi poser les mêmes questions sur ce fameux Gorak auprès des membres de l'Ordo Magica dont je fais partie. Ah oui. Et oui. Ah bah c'est d'accord, ok. Jusqu'à maintenant, c'est
Tu t'étais bien, tu t'en étais pas vanté, mais Ah, mais c'est pas faux, oui, tout à fait. C'est vrai que j'ai dit que j'étais venu là pour fort à faire, mais cependant, je suis effectivement mage de mon état, érudit à n'en plus le prouver. Et rendre visite à mes collègues de l'Ordo Magica sera pour moi le moindre que je puisse faire. d'accord. Najra, l'autre jour, tu disais que tu connaissais, tu étais quelqu'un d'urbain, comme tu as dit. Euh, est-ce que est-ce que tu connais mieux que nous? Ça fait longtemps que tu es à Fort Chardon ou pas? Ah, nous avons perdu Philippe. Philippe? Najra est parti dans les ombres. C'est ça. Il est en pleine réflexion. Il est en pleine réflexion intense. D'ailleurs, vous ne le voyez pas. Il a subitement disparu alors que vous étiez en train de vous entretenir avec le capitaine. Il est trop fort. Il est vraiment très discret, ce garçon. Il est trop fort. Voilà. En fait, la petite proposition que j'aurais là, c'est en fait, c'est que qu'on se sépare. Loyo, tu vas à l'Ordo Magica. Moi, je vais poser des questions du côté de à Mère Meira pour essayer d'avoir des infos sur le fameux chef d'expédition. Et je pensais peut-être que Najra pourrait aller lui aussi fureter, aller poser peut-être des questions. Parce que si sur la place, la fameuse place où il y a beaucoup d'affaires qui se font, c'est l'esplanade des Antiquités, c'est ça. Il y a peut-être que ce fameux chef d'expédition a vendu des trucs dans le coin, que certaines personnes le connaîtraient. Voilà. Nous, on pourrait se concentrer là-dessus. Chacun, on ratisse le plus large possible avec chacun avec ses connaissances. Ouais, c'est exactement ça. Ça va. Très bien. Et on se retrouve à un endroit chez Brassin. Est-ce que vous faites cette petite organisation en présence du capitaine ou pas? Oui, j'ai pas cherché à être. Très bien. Sachant que la condition à chaque fois pour vous pourrez le prendre comme vous voulez, comme le bénéfice d'une escorte ou le fait d'une surveillance rapprochée. En tout cas, le capitaine insiste pour que vous soyez toujours accompagné d'un garde dans tous vos déplacements. Si vous vous séparez, ce sera un garde chacun, et si vous restez en groupe, évidemment, on mutualisera les. Voilà, globalement, vous avez un garde sur le dos qui peut et vous orienter et éventuellement vous aider à vous y retrouver dans Fort Chardon si besoin était. D'accord. Très bien, nous nous en accommoderons. Donc, on se donne rendez-vous chez Brassin. Alors, si on est en milieu d'après-midi, on va peut-être se laisser quand même une petite marge. On se donne rendez-vous chez Brassin au moins 2 ou 3 bonnes heures. 2 bonnes heures après la tombée de la nuit. Pour le souper. Le capitaine insiste pour que vous repassiez à la garde municipale. Et ben voilà, ça nous fait un lieu de rendez-vous tout à fait. Et après, à ce que vous puissiez derrière deviser comme vous l'entendez chez Brassin, mais à minima, il voudrait que le résultat de vos investigations puisse être partagé, sachant que de son côté, évidemment, il continue aussi à ratisser sur le lieu de l'académie. Et à essayer de collecter, on va dire, le fruit d'une enquête de voisinage.
Sachant que si on se réfère à la fréquence des meurtres jusqu'à présent, le suivant, enfin sauf si la boucle est bouclée, mais le suivant devrait avoir lieu aujourd'hui ou demain. Oui, ça s'accélère. Bon. Bien entendu, on informe le capitaine si un nouveau meurtre, hélas, venait à être perpétré, qu'il vienne tout de suite nous chercher et que personne ne touche à la scène de crime. Très bien. Ça, c'est effectivement entendu aussi. Parfait. Un engagement mutuel. Parfait. On est presque des enquêteurs non rémunérés, volontaires, à la solde du capitaine Marvello. Je soubodore, je suspecte qu'il profite de notre présence pour essayer d'arrondir ses comptes de fin de mois. C'est ça, parce que celui qui ira briller devant le maire, ce n'est pas nous, hein, c'est bien lui. Ça, c'est sûr. Ouais. Bon, on fait comme on a prévu. Loyo, tu files à l'Ordo Magica. À la limite, Najra, vu que si tu vas poser quelques questions sur le chef d'expédition, parmi tes connaissances ou sur la place des antiquités. Ouais, là où ils ont dû revendre pas mal de leurs découvertes. Gorak, voilà, j'arriverai jamais. Tu peux peut-être en profiter pour aller déposer la lettre chez l'alchimiste, puisque apparemment l'alchimiste se trouve sur cette place-là aussi. Très bien. Et moi, je vais essayer d'aller voir dans les endroits où on engage facilement des mercenaires ou des gens pour des expéditions pour poser des questions aussi sur Gorak. Ok, parfait. Bah. Bon à tout à l'heure alors. À tout à l'heure. Très bien, sur la base de ce que vous venez d'échanger et des différentes actions donc identifiées, nous allons commencer par l'alchimiste, donc ce qui occupe donc Najra et donc le garde qui t'accompagne, qui s'appelle Galfenio. Et qui, sous un air un petit peu, on va dire, discret, est terriblement efficace pour te mener rapidement devant un bâtiment plutôt austère, mais qui s'ouvre une fois la porte ouverte dans un que tu identifies comme un atelier. Où répond un alchimiste du nom de Urfonce. Urfonce. Voilà. J'imagine Exactement. que pas mal d'odeurs étranges et inconnues se mélangent dans cette pièce. C'est, comment on va dire ça, un enchevêtrement de tubes et de récipients avec des mixtures non identifiées. Multicolores. C'est assez luminescent puisque on est quand même dans le soubassement du bâtiment et l'endroit vers lequel vous mène Urfonce est un peu exigu, est un espèce d'établi où il essaye visiblement de concocter des cocktails détonnants. Pour je ne sais quel usage, en tout cas, vous n'arrivez pas à le deviner. Tu n'arrives pas à le deviner de manière très évidente, mais il a l'air de savoir ce qu'il fait. De manière discourtoise, je le coupe dans ses travaux. Bonjour, vous êtes bien. Tu m'as dit son prénom ? Urfonce. Urfonce. Bonjour, vous êtes Urfonce, je présume. Oui, effectivement, je suis Urfonce, oui. Enchanté, Urfonce. Je me nomme Najra Ombrelune et voici. Présente-toi, mon ami milicien. Le milicien en fait est pas rentré il est resté quasi à l'entrée de l'échoppe et t'a laissé t'aventurer dans le. Oh, très bien.
Voilà. Visiblement, il a quelques réticences à aller plus loin, notamment vis-à-vis de la matière qui est manipulée à l'intérieur. Bon, Voilà. je me nomme Najra Ombrelune et j'ai un service de la plus grande importance à vous demander. Vous m'avez été recommandé par le capitaine. Ah, le capitaine. Lui-même. Comment il s'appelle déjà? Marvello. Oui, c'est ça. Marvello, tout à fait. C'est le capitaine Marvello lui-même qui m'envoie. Nous enquêtons sur. Je jette un coup d'œil circulaire autour de moi sur les meurtres perpétrés par l'écorcheur. Et nous avons besoin de vous dans le cadre de cette enquête. Il y a un élément de la plus haute importance que nous avons réussi à collecter sur une scène de crime. Hélas, ne nous dévoile pas tous ses secrets. Nous avons besoin de vous pour faire la lumière sur ce document. Et là, très discrètement, je sors de ma veste de cuir un document taché de sang. Regardez, ce document a été rédigé de la main de Nerval. Vernam. De la main de Vernam. Ah oui, Vernam. Comment va-t-il? Oh, il a perdu beaucoup de poids. Il n'a même plus la peau sur les os, le pauvre. Ah, mais voilà une nouvelle inquiétante. Mais comment se fait-il? Je l'ai vu il y a quelques semaines et il se portait comme un charme. Oui, bien sûr. Je dois vous avouer que si ça peut vous aider à mieux faire votre travail, nous essayons de faire la lumière sur son horrible assassinat. Il a été retrouvé pendu par les pieds, écorché, amputé, disséqué. Alors, tu vois que du coup, Urfonce là perd un peu pied face à, on va dire, l'enchaînement dont tu viens de faire preuve, l'enchaînement verbal. Ressaisissez-vous, vous me disiez vous-même. Il tombe un peu sur le coude. Mais je lui pose la main sur l'épaule. Ressaisissez-vous, vous me disiez vous-même que vous l'appréciez. Il a besoin de vous. Il s'en va, mais vous regardez ce que vous venez m'annoncer. Mais vous auriez préféré que je vous mente. Ah non, point, mais justement, quand même. Je veux juste animer en vous ce besoin de faire la lumière sur cet atroce crime. Je l'appréciais autant que vous. C'était un homme bon, généreux, chaleureux. Oui, aidez-nous à faire la lumière sur ce document. J'en conviens, et de toute façon, je pense que à partir du moment où je collabore souvent avec la garde municipale de manière à pouvoir avoir, vous le comprendrez, une certaine liberté sur quelques expériences par ailleurs. Du coup, oui, mais vous comprendrez aussi que je suis un peu peiné d'apprendre une terrible nouvelle comme celle-ci. Mais moi aussi, est-ce que je m'échinerais à essayer de faire de comprendre, de retrouver l'écorcheur et de le punir pour cet odieux crime? Je comprends. Et j'ai besoin de vous. Que puis-je faire pour vous? Donnez-moi ce que vous m'indiquez là. Je déroule le document devant lui, à l'abri des regards. Regardez, les taches de sang nous empêchent de lire cette missive que Maître Vernam a rédigée. Est-ce que, en analysant, soit en pouvant enlever les taches de sang, soit en analysant les fibres du papier, est-ce que vous pourriez nous retranscrire l'intégralité de ce document? J'aurais juste un petit besoin d'un peu de temps pour regarder ce que je peux faire, mais je pense que c'est quelque chose dans mes cordes. Il va me falloir juste un peu de temps d'ici demain. Voilà, repasser dans la matinée demain. De manière à ce que nous puissions regarder en quoi ce document pourrait faire la lumière sur. Il a un gros soupir sur le meurtre de ce vénérable maître Vernam. Tout à fait, vous avez bien résumé la chose. Tu le sens sincèrement ébranlé, hein. Et tu mesures à travers sa réaction qu'effectivement maître Vernam était une figure locale.
très apprécié et de tous les milieux, puisque de la part des autorités, de la part également de cette personne, et c'est voilà. Votre comportement est à la hauteur de l'ami que vous étiez, ou du respect que vous lui portiez, c'est très bien. Admettons que vous arriviez à avoir des résultats avant demain matin, n'hésitez pas à en référer au capitaine. Bien sûr, je connais effectivement la manière de pouvoir le solliciter si besoin est. Je le salue et je lui dis à demain. Bonne journée à vous, bon courage. Bon, tu vois qu'il cesse tout ce qu'il était en train de faire et il se met quasi immédiatement au travail pour essayer de révéler le document autant que possible. Tu le sens motivé. Voilà. Parfait. Donc je sors de l'échoppe. Oui. Je glisse à l'oreille du milicien. Le document est entre de bonnes mains. Allons enquêter un peu plus en amont dans ce quartier. J'apprécie ce quartier. J'aime ce quartier. Et on commence à déambuler et en effet, je vais aller un peu de part et d'autre, savoir s'il y a eu certains objets qui ont été refourgués ou chez l'antiquaire ou voilà. S'il y a une certaine culture locale sur ce fameux crâne qui aurait été ramené en Fort Chardon. Est-ce que quelqu'un aurait est-ce qu'il y aurait des histoires de recel, etc. Je vais enquêter sur tous ces points-là pour essayer de comprendre où est-ce que cet objet peut se cacher. Très bien, ok. Donc ça va te prendre un peu de temps. Je laisse Najra explorer les différentes échoppes de l'esplanade des Antiquités et nous allons passer à Loyo, qui se dirige vers la tour de l'Ordo Magica. Que j'ai repéré sur le plan et qui se trouve effectivement non loin du sombre gîte, que je suppose être les quartiers du maire, peut-être. Parfait. Oui, d'accord. Et donc, effectivement, dans les beaux quartiers autour de sa bâtisse, de son palais peut-être, il y a une tour. Et ben ma foi, je demande à entrer. Je me présente, Loyo. Puis-je entrer? Alors, ça se passe pas tout à fait comme ça. Comme dans tout chapitre, donc c'est le nom consacré d'une représentation de l'Ordo Magica dans une ville, dans une cité. Donc le chapitre de Fort Chardon est un peu particulier puisque au-delà je vous avais indiqué qu'il y avait deux grands bâtiments de hauteur considérable à Fort Chardon. Il y avait le Fanal. Donc cette fameuse tour de l'Ordo Magica qui fait 7 étages. Donc par rapport à l'ensemble des bâtiments qui sont généralement sur 2-3 étages, c'est assez facile aussi de la repérer. C'est c'est le deuxième bâtiment le plus élevé de Fort Chardon. Et je confirme qu'elle est située dans le quartier sud-ouest de la ville. Pour donner un petit peu d'éléments sur la manière dont elle se présente. Au-delà de la tour, il y a un mur de pierre qui a la particularité d'abriter également un certain nombre de plantes assez étranges. Pour ceux qui sont allés en Davocar, et c'est une des vertus de l'Ordo Magica, l'Ordo Magica est motivé en premier lieu par la curiosité. C'est-à-dire que ce sont à la fois évidemment des gens versés dans la magie, dans ce cas-là de bon et de moins bon, mais aussi et surtout dans la capacité à pouvoir finalement explorer et révéler les mystères du royaume d'Ambria, mais aussi et surtout de Davocar. Donc il y a une multitude de pierres, de plantes étranges qui sont aussi disséminées tout au long de ce mur de pierre.
Ce qui fait que l'apparence est un petit peu baroque, puisque par moments, ce mur de pierre se pare d'éléments assez multicolores qui laissent place parfois à sur certaines tranches à une longue embardée verte avec des espèces de lianes ou du lierre. Euh, c'est euh, c'est assez pittoresque en tout cas, puisque généralement les représentations de l'Ordo Magica sont plutôt sobres, mais là pour le coup on voit bien que nous sommes proches de la forêt d'Avocar et que du coup la représentation locale est fortement marquée. Euh, Lorsque tu t'approches de la tour, euh, il y a une espèce de guérite qui est au devant du mur de pierre et qui doit nécessairement, je pense, être pour toi un lieu de passage obligé avant d'accéder à la tour. Voilà. Alors avant d'arriver à la guérite, j'admire la hauteur de cette bâtisse qui, comme la connaissance l'est pour toute l'espèce humaine, domine les toits de Fort Chardon. Enfin, à l'instar de la connaissance sur l'espèce humaine, la tour de Ordo Magica surplombe les toits de Fort Chardon avec certainement une magnifique vue. Et je me dis que j'aimerais bien aller faire un petit tour à ce 7e étage, si l'occasion s'en présente. Mais en attendant, commençons par le bas et commençons par la guérite. Oh là, il y a quelqu'un? Alors, tu aperçois pas immédiatement quelqu'un, t'entends juste une voix un peu nasillarde dire «C'est pourquoi?» Ah, et qui c'est qui dit ça? Bah, tu baisses un peu les yeux et tu vois un vieux gobelin qui est quasi aussi vieux que le mur de pierre qui fait l'enceinte de la tour et qui globalement est voilà, installé sur un espèce de petit bureau à l'intérieur de la guérite et qui très certainement fait office de portier de la tour. Mon bon ami, figurez-vous que j'envisage de rentrer dans cette magnifique bâtisse. Je me présente, Loyo, que vous pouvez écrire H-O-I-O. Prononcez bien Loyo, hein, s'il vous plaît, pas Loyo ou Loyo, ou, voilà, sans accent, s'il vous plaît. Mon brave, mon cher ami, vous qui êtes garant du passage vers ce lieu de connaissance, pouvez-vous m'en ouvrir la porte? Tu le vois prendre un temps de réflexion. Tu sais pas bien interpréter si il a compris ce que tu lui demandais ou pas. Hmm, En tout cas, un silence s'installe. hmm. Ce Peut-être qui faut-il que est- je répète. Et au bout d'un moment, malgré tout, il te répond, mais oui, mais est-ce que vous avez une patente quelconque qui me permettrait de savoir que vous êtes de l'Ordo Magica, bien entendu? Une patente. Est-ce que j'ai ça sur moi? Je Oui, pense pas. t'as ça Ouais. sur toi, c'est on va dire un espèce de certificat qui permet de prouver ton existence au sein de l'ordre. D'accord. Voilà mon brave ami. Au fait, quel est votre nom? Vous qui protégez cette bâtisse dont j'estime au plus haut point son existence. Je m'appelle Godalg. Gothalg, eh bien, enchanté de faire votre connaissance. Et quel est le motif de votre visite au sein de la tour de l'Ordo Magica? Ah, je sens qu'il lit quelques lignes préécrites et avec difficulté. Et il a un Euh, petit peu de mal, visiblement. Je pense que ils n'ont pas mis leur recrue la plus. eh bien,
poser quelques questions auprès du maître de ce chapitre, consulter quelques ouvrages au sujet de rituels et échanger avec mes pairs. Alors, il t'explique très rapidement que, enfin très rapidement, non pas très rapidement finalement, que ça prend un certain temps, que le maître du chapitre, qui s'appelle Cornelio, n'est pas disponible à la demande, et que, en tout cas aujourd'hui, il ne pourra recevoir personne. Ceci étant dit, l'accès à la tour est bien entendu ouvert, et tu pourras à la fois explorer la tour comme bon te semble, à condition de pouvoir donner à Godalg un motif qu'il puisse enregistrer sur le registre, puisque toute personne venant dans la tour doit déclarer ce pourquoi il vient. Eh bien, effectivement, donc mon motif principal sera la recherche de documents concernant un rituel. Est-ce que c'est suffisamment précis pour vous, mon cher Godalg? Ça n'a pas l'air de le déranger outre mesure, donc on considère qu'effectivement c'est un motif recevable. Ah. Ce qui te permet d'accéder à la tour, qui en elle-même, une fois arrivé à l'intérieur, ne présente pas, on va dire, de particularité, si ce n'est d'être dans un confort très relatif et bien organisé. Lorsque tu arrives, on va dire, au rez-de-chaussée de cette tour, tu as un accueil où visiblement sont présents différents membres scribes de l'organisation, et qui permettent à tout à chacun d'orienter les demandes qui leur sont faites. C'est avant tout, la tour est un lieu où on peut trouver la connaissance lorsqu'on le souhaite. Le leitmotiv de l'ordre. Parfait. Alors, je m'adresse à l'apprenti qui doit faire office de scribe à l'accueil. Dites-moi, mon cher, où puis-je trouver des renseignements sur les rituels? Écoutez, tout dépend des rituels que vous souhaitez. Rituels exotiques, inhabituels. On va dire que la liste de ces rituels il faut n'est que pas je sois nécessairement ouvert à tout va, puisque là, pour le coup, si certains de ces rituels sont stockés au 6e ou au 7e étage, ce qui en soi n'est pas ouvert à tout le monde. Il faut avoir la possibilité de s'entretenir avec le maître du chapitre pour pouvoir accès à ce que l'on appelle ici la chambre des rituels. Eh bien écoutez, ça me semble tout à fait légitime. Prenez-moi rendez-vous avec l'un de ces maîtres, s'il vous plaît. Il prend un de ses registres et t'indique qu'il y aurait la possibilité en fin de journée d'avoir un entretien avec non pas le maître du chapitre Cornelio, mais avec maître Eufrind. Maître Eufrind. Qui aurait la possibilité de te recevoir. Eh bien écoutez, quand est-ce que je puis rencontrer ce brave homme? Il te répète fin de journée. Pardon, j'étais distrait. Je devais certainement laisser vagabonder mes yeux à droite et à gauche.
Exactement, tu es accaparé par le va-et-vient des livres et il y a quand même une activité assez importante puisque faut savoir que la tour de l'Ordo Magica n'est pas nécessairement réservée qu'aux membres de l'Ordo Magica à partir du moment où on a une patente certes différente de celle des membres, mais on a la capacité d'avoir une autorisation, on peut aussi avoir accès à ces connaissances. Voilà, c'est une connaissance qui est ouverte au plus grand nombre, à condition d'en montrer la motivation et évidemment de concourir d'une manière ou d'une autre au bénéfice de l'Ordo Magica. Voilà. C'est seulement au J'imagine fond du champ ou à travers des expéditions dont l'Ordo Magica pourrait tirer profit. J'imagine volontiers la tour de l'Ordo Magica de Fort Chardon comme étant le fort de lance de l'exploration en Davocar pour toute l'Ambria et pour la reine. Enfin, je me plais à penser ça en tout cas. Exactement. C'est comme ça qu'il faut le considérer. Et oui, si proche de la forêt. Tu es assez excité par le fait de pouvoir potentiellement très rapidement avoir accès à de nouvelles connaissances qui te permettront de révéler encore une fois tout ton potentiel. D'ailleurs, y a-t-il possible de traîner dans les lieux en attendant Maître Frind? Ah, tu peux avoir accès, on va dire, aux 5 premiers étages sans souci, à condition de savoir ce que tu veux. Enfin, tu peux évidemment flâner, mais généralement, il faut quand même avoir un motif de recherche si tu veux avoir accès à certains. D'accord, eh bien oui, je serais Et bien. tu peux rester à l'intérieur de la tour autant que il n'y Ok, a pas de limitation. ça marche. J'en profite peut-être pour demander à ce brave scribe s'il enregistre les entrées et les sorties dans la tour et s'il connaît Monsieur Vernam, Maître Vernam, pardon. Ah, oui, oui, tout à fait. Alors, par contre, pour les registres, c'est avec Godalg qu'il faut voir ça. Parce que Ah c'est au oui. niveau de la guérite que ça se passe. Nous, on enregistre uniquement les demandes de recherche et d'assistance Eh ben, si besoin est. ça revient à la même idée. Est-ce que vous avez enregistré une demande de Maître Vernam, euh, euh, voilà, dans cette dernière semaine? Est-ce que c'est quelqu'un qui vient vous voir régulièrement? Ah oui, Maître Vernam, oui, 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 bah, bien sûr, il est, à ce que je sache, il fait partie quand même de l'Ordo Magica, hein, donc il Ah oui. avait la capacité de venir fréquenter cette tour aussi souvent qu'il le souhaitait. D'ailleurs, je Et crois que je l'ai vu pas plus tard qu'hier, hein. hier, hier matin ou hier après-midi? Alors attendez, je regarde le registre. Parce qu'il me semble que nous, Maître Vernam. Euh, il tourne des pages, hein. ouais, parce que nous, Il y il a me quand même pas semble, mal de va-et-vient. Alors, ah oui, hier, je saurais pas vous dire exactement l'heure, mais d'après les passages que j'ai notés, puisqu'il n'y a que moi dans cette guérite, euh, oui, c'était hier après-midi. et nous avions bien eu rendez-vous avec Maître Vernam hier après-midi. A priori, l'après-midi, c'est l'heure où nous l'avons retrouvé chez lui, hein, si je me trompe pas Oui, dans le calendrier. effectivement, ça te rend un peu confus. En tout cas, il y a une signature et tu peux le constater de tes yeux. Il y a une signature avec ce qui ressemble à voilà, Et Vernam. est-ce que vous pouvez vérifier la signature avec celle des jours précédents pour voir si c'est bien la même? J'ai comme un petit, si vous me permettez. Il voit vite que tu as tout intérêt à prendre la main, mais Godalg prend un malin plaisir à continuer ses recherches, mais les exécute.
Et tu t'aperçois assez rapidement que il y a une différence singulière entre la dernière signature faite sur le registre hier et les précédentes. Merde. Nom d'un caillou. Hmm. Et il est demandé à aller où? Se mettre vers Nam? Après, moi, je ne régule que les entrées. Je ne sais pas ce qu'il est allé voir dans Ah la oui, tour pardon. en question. Hein. Faudrait que vous compreniez un petit peu mieux, mon pauvre, le fonctionnement de la tour. C'est pas la première fois que vous venez dans une tour, quand même. J'avoue que c'est assez J'ai l'impression déconcertant. que... Hum, il faudra penser à mutualiser vos services, mais bon, l'heure n'est pas. Je suis pressé. À tout de suite, cher Godald. L'information, par contre, très importante, c'est que Godalg t'indique que c'est bien Maître Vernam qui est venu hier après-midi. Oui, avec une signature différente. Et ça, là-dessus, alors la signature en question, évidemment, lorsque tu fais la comparaison, oui, c'est pas, ça peut pas être la même personne au sens que la signature est différente. Maintenant, Godalg te certifie et insiste lourdement sur l'aspect physique qui était Alors, celui de Maître Vernam, hein, et il est catégorique. alors peut-être qu'il était pas bien portant et qu'il avait du mal à signer. Peut-être que ça serait l'explication de cette signature un peu différente. Cher Godald, est-ce qu'il était malade? Est-ce qu'il avait de la fièvre quand vous l'avez vu? Est-ce qu'il était bien portant? Ah, écoutez, moi je suis pas médicus. Après, moi je ne fais que les entrées et les sorties dans la tour de l'Ordo Magica. Donc derrière, moi, si je devais m'enquérir de l'état de santé de chaque visiteur, vous imaginez la queue qu'il y aurait devant la tour de l'Ordo Magica. Ce serait un vrai bazar. Certes, certes, vous avez bien raison, et j'ai eu tort de sous-estimer l'ampleur du travail qui vous concerne. Mais vraiment, vous l'avez semblé comme vous l'avez vu comme d'habitude, ou est-ce que il était accompagné peut-être de quelqu'un? Est-ce Oh, que écoutez, enfin, je vois suffisamment de monde, voilà, chaque jour. Maître Vernam, je le connais, il a posé sa signature, et il est parti directement dans la tour de l'Ordo, sans que j'aille lui demander si il allait bien, s'il avait de la température ou quoi que ce soit. Non, très 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 juste. Faites-moi penser à vous offrir une petite bouteille d'un excellent vin de Indaros quand on se revoit, d'accord? Il prend note effectivement de l'offre, sachant qu'un gobelin oublie généralement peu ce genre de promesses. Ah bah impeccable. Bon bah je retourne au rez-de-chaussée de la tour alors pour essayer de savoir si je pense savoir un peu plus sur l'état de santé de Maître Vernam, si c'était bien lui ou si je commence à avoir un doute. Je me demande si c'était bien Maître Vernam qu'on a trouvé chez lui. Euh, mais bon, il y a une... Et le scribe, tu fais face au même scribe et qui te confirme que Maître Vernam était bien présent hier dans la tour de l'Ordo Magica et qui lui a pas semblé différent à première vue. En tout cas, il ne voit pas en quoi les questions que tu poses pourraient... Oui, tout à fait. C'est parce que disons voilà. que la dernière fois que je l'ai rencontré, il avait l'air un petit peu mal en point. Donc c'est pour ça c'est pour ça, mais je suis très heureux qu'il se soit si promptement rétabli. Euh, Qu'est-ce que je voulais lui demander? Ah oui, et est-ce qu'il est possible de savoir à quel étage il voulait se rendre, pour quel motif il venait à l'Ordo Magica? Le scribe t'indique, alors eux, en plus du portier qui finalement a besoin d'un motif un peu générique, alors après on lui donne plus ou moins précisément ce qu'on vient faire dans la tour. Par contre, le scribe, lui, note l'ensemble de ces informations et les recherches. Et en l'occurrence, pour ce qui concerne Maître Vernam, il souhaitait avoir accès à la... Il s'est rendu dans la chambre des rituels. La chambre des rituels, qui se trouve à quel étage?
entre le 6e et le 7e étage. Ah mince, je peux pas y accéder aujourd'hui. Enfin, pas tout de suite. On te fait comprendre que c'est l'endroit où sont conservés les divers rituels en chapitre local. Ça tombe bien parce que c'était exactement là où je voulais aller pour. Et quand ils venaient les autres fois, ils venaient exclusivement à cet endroit-là ou ils venaient à n'importe où dans tous les rayonnages de la connaissance de cette tour? Ça, il faudrait croiser avec d'autres scripts, puisque lui a connaissance qu'effectivement Maître Vernam pouvait venir. En fait, il était assimilé au statut de maître de l'Ordo Magica. Donc il avait un libre accès à l'ensemble de la tour. Il est beaucoup moins, on va dire, vie ou en tout cas son activité est, D'accord, il précise pas. est très libre. D'accord, il précise pas à chaque fois qu'il vient, ou en tout cas moins précisément à chaque fois qu'il vient où est-ce qu'il va en tout cas. C'est-à-dire que je peux pas retrouver dans le registre, il est au 2e étage, au 3e étage, au 4e étage. On sait juste quand effectivement il franchissait les étages les plus surveillés. Oui, parce que c'est une sécurité supplémentaire que la tour de l'Ordo Magica se donne, en tout cas les responsables de l'Ordo Magica se donnent pour D'accord. voilà, suivre un minimum les allers-retours, sachant qu'il y a eu parfois des petites histoires sur le voilà, et ou de vol et ou de confidentialité d'informations. Donc Ouais, c'est regrettable. Bon, bien, tout ça me laisse complètement perplexe. Je vais réfléchir sur un sofa, s'il y en a à disposition au rez-de-chaussée. trouve. Et pendant que tu réfléchis, nous passons à Kara. Oui. Donc, très cher Kara, tu te rends où? Alors moi je voulais aller poser des questions à tout ce qui est au milieu en fait des mercenaires et expéditions et tout ça. Et dans un premier temps, je voulais partir à la recherche de Mère Meira. Alors je n'ai pas noté. Tu nous avais dit qu'elle dirigeait une auberge ou quelque chose comme ça. En fait une agence, enfin c'est une espèce de bureau de mercenaires, de D'accord. recrutement de mercenaires, qui du coup marche relativement bien et qui a pignon sur rue à Fort Chardon. C'est pas le seul. C'est simplement, je pense, dans la conversation, celui qui généralement revient assez souvent lorsqu'on débarque à Fort Chardon. D'accord. Ne serait-ce que parce que, en l'occurrence, Meira est une ancienne chasseuse de trésors, mais qui a quelques faits d'armes derrière elle. D'accord, très bien. Donc moi c'est ça que je voulais faire, je voulais aller voir Mère Meira pour poser quelques questions au sujet de Gorak. Très bien. Donc tu trouves aussi, grâce à l'aide du garde qui t'accompagne, qui s'appelle Léomar, et qui globalement est capacité là aussi voilà, de te faire rapidement à l'agence. L'apparence d'une auberge, au sens où c'est un bâtiment sur 2 étages avec un rez-de-chaussée lorsque tu arrives qui est organisé avec quelques tables et chaises disséminées dans ces grands espaces. Et la particularité de cet espace réside aussi dans un espèce de grand tableau, une grande surface où sont notées un certain nombre d'inscriptions, sans parler de fiches. En tout cas, tu comprends très vite que tu as une information liée aux différents mercenaires et ou missions offertes en ce moment dans l'agence de Mère Meira.
D'accord. C'est assez calme. C'est assez calme. Il n'y a pas une grosse activité. Enfin, il y a quelques personnes, mais voilà, c'est pas l'effervescence. On est en hiver et globalement, le business tourne un peu faiblement. D'accord. Ah bah je me dirige vers soit j'identifie quelqu'un qui a l'air d'être un peu l'autorité du coin, soit si quelqu'un un sous-fifre, un truc comme ça. En tout cas, voilà. Oui, bah tu chopes un espèce de garçon de course qui visiblement fait un peu de mise à jour justement sur la grande surface où il y a les informations. Tu peux te diriger vers lui. Si... Ouais. Bah, une fois que je suis à côté de lui, je souhaiterais, j'aimerais voir, si possible, Mère Meira. C'est au sujet d'une affaire importante en rapport avec le capitaine Marvelo de la garde. Donc, il te identifie assez rapidement il regarde autour de lui, il a l'air un peu apeuré, mais t'indique, te fait signe de te diriger vers un comptoir où tu as une personne un peu âgée qui trône sur une espèce de chaise surélevée. Bon, bah, je sans plus m'occuper du mec à qui j'ai parlé, je me dirige là-bas et quand je suis face à elle, c'est toi, Mère Meira? À qui ai-je l'honneur? Je suis Kara du clan Odaiova. Mais je suis avant tout ici pour une affaire concernant à la demande en fait je travaille avec le capitaine Marvelo de la garde. Alors, elle te jauge, prend quelques minutes. Alors, pour te donner une petite description rapide de la personne auquel tu fais face, il y a la particularité d'avoir un œil droit qui est bandé et une respiration très lourde qui probablement est aussi douloureuse. Et elle crache un liquide noirâtre à certains moments de cette respiration, voilà, dans un espèce de petit bol à côté. Oui, c'est appétissant. Ça, identifie ça effectivement comme le fait que ça doit être un de ses trésors ramenés de différentes expéditions. Certainement, ça devait être une ancienne chasseuse de trésors, mais qui a connu quelques péripéties. Voilà, et d'ailleurs, c'est ce que le garde t'a raconté en venant jusqu'à. Méomar t'a raconté en venant jusqu'à l'agence de Mère Meira, c'est que ces petits soucis physiques sont liés à une rencontre avec une nuée de ce qu'on appelle des suins de crocs, des bestioles qui traînent dans d'avocats et qui ont la particularité de distiller un poison assez lourd lorsque on a la malchance d'être mordu, pas nécessairement mortel, mais qui peu à peu empoisonne le corps des victimes. D'accord. Bon, j'ai quand même je me tiens un peu, enfin je me rapproche pas trop en fait, surtout si elle balance un gros glaire noir. Alchite en fait. Hein. Ouais, non, mais je reste, voilà, je garde mes distances et
Donc comme je le disais, je travaille pour le capitaine Marvelo, exceptionnellement. Je suis à la recherche d'une personne qui est partie en expédition il y a quelques mois, qui en est revenue et dont l'équipe aurait eu quelques soucis une fois revenu ici. Est-ce que le nom de Gorak te dit quelque chose? Elle prend une respiration difficile et dit Ah oui, ce Gorak. Oui, oui, oui. Oui, 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 bien sûr. Qui ne connaît pas ce Gorak qui a fait les, les beaux jours des salons de Simbarum à son retour d'expédition. Oui. Ouais. Je suis déçu parce que je pensais que tu venais pour être embauché dans mon agence de mercenaires. Ça m'aurait plu. J'ai déjà Vanoya Fankran, qui est une combattante émérite et qui, dans la catégorie barbare, aurait fait un joli couple avec toi. La proposition pourrait m'intéresser, mais pas tout de suite. Je cherche, j'essaye de retrouver la trace de ce Gorak. Non pas que je veuille travailler pour lui ou quoi que ce soit. C'est juste que j'ai cru comprendre qu'il avait complètement disparu de la circulation, alors que je crains, et le capitaine Marvelo aussi, craint que sa vie soit plus que menacée. Parler de la vie de Gorak? Oui. Ah mais ma pauvre petite, on est forcément amené à que ta vie soit menacée à partir du moment où tu t'exposes au danger de la forêt d'Avocar. Et Oui, sauf Gorak l'a fait puisque il a monté une expédition dans les profondeurs de cette forêt. Oui, sauf que là, en fait, je ne sais pas de quelle façon exactement. Toujours est-il que la, les dangers de la forêt viennent jusqu'à lui, au sein même de Fort Chardon. Oui, Il y a c'est quelqu'un qui le recherche, qui veut très certainement le tuer et qui massacre à tour de bras qui essaie de remonter sa piste et qui massacre à tour de bras toute personne euh, qui se trouve sur son chemin. Et il y a déjà plusieurs personnes qui ont été assassinées de façon particulièrement dégueulasse. Euh, et l'une de ses prochaines victimes, voire sa prochaine victime, normalement, ça pourrait être Gorak. Sauf que ça peut être Gorak, ça peut être aussi tous les gens en contact avec lui. Alors, je ne sais pas, peut-être que tu as fourni des mercenaires à ce type pour son expédition. Ah oui, oui, comme je n'ai pas été la seule à fournir ça, mais oui, j'ai pu lui fournir quelques bons spécimens dans son expédition. Malheureusement, tous n'ont pas connu une fin glorieuse, même revenu à Fort Chardon. J'ai cru comprendre, oui, que certains étaient tombés malades, d'autres qui étaient devenus, qui avaient commencé à changer, et que la garde avait abattu sommairement, si je me trompe pas. Oui, il y a eu effectivement un nombre de morts plus ou moins spectaculaires. Le fait est que la personne qui s'en prend, qui suit cette piste-là pour tuer certainement Gorak, s'en prend aussi à toute personne qui est plus ou moins liée à son expédition. Ce qui fait que potentiellement tu pourrais être sur ta liste. C'est pour ça que je souhaite
vraiment retrouver Gorak le plus rapidement possible pour que, avec le capitaine Marvelo et la garde, mettre un terme au massacre de au massacre en fait qui sont perpétrés dans la cité. Malheureusement, ma petite, je n'ai pas vu Gorak depuis quelques semaines ou mois, je ne saurais dire. Il y a eu cet épisode de retour où ils sont revenus de cette expédition. Savoir ce qu'ils ont fait là-bas et en quoi cet enchaînement macabre en serait lié, je n'ai malheureusement pas je n'ai pas d'informations complémentaires à te fournir. D'accord. Tu ne sais pas si on m'a parlé du camp de Noirland. Tu sais pas si il allait là-bas de temps en temps? Pas que je sache, mais vous savez, Warland, Fort Chardon sont intimement liés. Le va-et-vient est constant, mais si Gorak a dû disparaître, c'est certainement pas à Noirland qu'il aurait retrouvé un quelconque espoir. Je pense que si Davokar cherche à te rattraper, tu dois t'en éloigner le possible. Ouais, tiens, j'y pense puisque moi je n'ai jamais vu ce Gorak. Il ressemble à quoi exactement? Elle t'explique que c'est taille moyenne, assez finalement, je vais pas dire assez quelconque, mais voilà, c'est taille moyenne, un peu trapu, cheveux noirs, assez longs, pas de signe distinct. Voilà. Après, je saurais pas t'en dire beaucoup plus sur sur sa description. Très bien. Bon, par contre, tu m'as parlé. Apparemment, il avait fêté ça au salon de Simbarum. C'est bien un établissement qui se trouve à côté de la Porte Nord, ça? Oui, oui, tout à fait. Oui, oui. D'accord. Bon, j'irai poser quelques questions. J'ai une autre question, mais qui n'a strictement rien à voir avec Gorak. Je suis à la recherche d'un guerrier de mon clan. Oui. Il s'appelle Dargard et il est plutôt grand. Il est comme moi couvert de tatouages et il manie principalement le bouclier et la hache. Est-ce que je sais qu'il est venu à Fort Chardon pour s'engager en tant que mercenaire pour partir en expédition et gagner de l'argent. Est-ce que par hasard il serait venu postuler à un emploi chez toi? Ça ne me dit rien du tout. Il faudrait que tu orientes tes recherches aussi vers les entremetteurs qui nourrissent de chair fraîche l'abomitarium. Et on cherche souvent des combattants pour faire le spectacle, faire des festivités de charbon. D'accord. Bon, je vais aller. Très bien. Merci quand même pour les quelques informations. Je vais aller fouiner ailleurs. Très bien, elle te salue et avant que tu franchisses le seuil de la porte, te rappelle aimablement que tu seras la bienvenue si tu souhaites t'inscrire sur les rangs de ces talents alloués
pour de prochaines missions. Je vais y réfléchir. Mon ami Najra, tu as donc eu tout loisir d'observer l'activité de l'esplanade des Antiquités. Très clairement, ce que tu as vu pendant les quelques heures qui t'ont occupé, que tu as passé là-bas, voilà, c'est quand même une assez grande place, hein, qui se mute au fil de la journée en bazar à ciel ouvert, où on va pouvoir à loisir discuter avec les différents marchands qui vont exposer leurs marchandises tout aussi exclusives que les offres qu'ils vont faire pour celles-ci. La particularité de l'esplanade des Antiquités, c'est qu'au centre de cette esplanade, il y a un puits qui est un trône au centre de cette place. Et ce puits préexistait à l'existence de Fort Chardon. C'est une relique probable, plus vieille que, que Fort Chardon en tant que tel, évidemment. Du coup, c'est très certainement ce qu'on t'explique à travers la discussion que tu peux avoir autour de cela, c'est que c'est une des raisons aussi de l'implantation de Fort Chardon, puisque à l'intérieur de ce puits, il y a toujours la possibilité d'avoir une eau fraîche, quelle que soit la saison, et d'une pureté assez troublante. De là à dire que il y a un artifice à l'intérieur, personne ne saurait le dire, puisque le fond en tant que tel est imperceptible. Il n'y a pas eu d'expédition depuis un petit moment, enfin de retour d'expédition depuis un petit moment, donc tu sens très vite à travers le regard que tu poses sur les différents étals que voilà, on est sur du réchauffé, on n'est pas sur de la marchandise intéressante au sens où peu d'acheteurs potentiels traînent dans l'observation. Tu apprends au fil aussi de ces conversations. Tu en apprends un peu plus sur la nature de l'expédition que Gorak a menée. Déjà, tu as la confirmation que Gorak a monté une grosse expédition. C'est-à-dire, quand même, il y avait pas loin de 20-30 hommes et ou femmes, hein, sur l'expédition. Et que son objectif était d'aller vers un beau oublié, d'un roi alors, pour la petite histoire d'Avocat, enfin en tout cas la région qui abrite aujourd'hui d'Avocat, auparavant, de ce que vous avez pu comprendre les uns et les autres, hein, là je fais un aparté un peu plus large. C'est que Davocar était gouverné, mais enfin la région qui était gouvernée, elle était gouvernée par une multitude de petits roitelets locaux. Il n'y a jamais eu d'unification, on va dire, au sens d'un empire, en tout cas la majeure partie du temps. Gorak, lui, a mené une expédition sur la base d'indications, trouver le tombeau d'un roi qui s'appelle Urian Lo Apak. Voilà. C'est un roi qui visiblement avait certaines zones d'influence et il était
on va dire, entendu depuis un certain nombre d'années que celui qui tomberait sur son tombeau serait très certainement capacité d'avoir des richesses à n'en plus finir sous la main. J'ai raté Donc, ça. c'est ce que tu clames comme information, une grosse expédition. Voilà quel était l'objectif de l'expédition. Et aussi, de manière très au détour des conversations, tu commences à comprendre que l'expédition a été couronnée de succès, que Gorak est revenu à Fort Chardon, et il a une certaine tendance à prendre la grosse tête, fort de ce succès, à étaler au-delà de la place des Antiquités un certain nombre de reliques qu'il avait pu glaner à l'intérieur du tombeau, et notamment un oui-dire. Là, pour le coup, il n'y a pas de preuve, mais il était même allé jusqu'à exhiber le crâne du dit roi dans certaines assemblées autorisées. Voilà. Par contre, derrière, et ça vient aussi jeter un peu le doute, c'est que très rapidement, en étant suivi une série de malheurs pour ceux qui avaient participé à cette expédition, et que on ne sait pas très bien où sont passés les quelques survivants, et en tout cas Gorak en tant que tel. On ne sait pas dire s'il est resté à Fort Chardon, s'il est parti. En tout cas, on ne l'a pas croisé depuis un bon bout de temps. Tu en profites d'ailleurs, puisque on est sur la place des Antiquités. Tu aperçois Kara qui sort de chez Mère Meira, qui est non loin de cette place des Antiquités. Semble apercevoir sa silhouette au loin. Ça bouille. Que fais-tu, Najra? Je vais à sa coupe, c'est infernal. Je vais à sa rencontre. Alors, mon ami, as-tu réussi à obtenir les informations que tu espérais? Alors, les informations que j'espérais, pas exactement, mais de ce que j'ai pu glaner, Gorak, quand il est revenu, je pense que c'est quand il a dû, en fait, il est revenu avec pas mal de bricoles, et a priori, il aurait passé pas mal de bon temps au salon de Simbarum, euh, près de la Porte Nord. Salon de Simbarum. Et c'est fait remonter à combien de temps? Ouais, elle a pas su me dire, mais en gros, c'est quand Gorak est revenu. A priori, il a dû écouler une partie de sa marchandise. Apparemment, il s'amusait pas mal à exhiber ce qu'il avait ramené. Bon, je pense que c'est comme la plupart des chasseurs de trésors, quand ils reviennent avec des trucs intéressants, ils fanfaronnent. Mais moi, ce qui m'a fait tiquer, c'est que a priori, il a passé pas mal de temps au salon de Simbarum. Salon de Simbarum, qui se trouve être un lieu où un autre chasseur de trésors, enfin, la deuxième victime, c'était un chasseur de trésors qui a été trouvé mort juste à côté des salons de Simbarum. Donc, est-ce que Gora, qui est revenu par la porte nord, a passé pas mal de temps là-bas? Est-ce que le meurtrier, en remontant la piste, a été posé des questions aussi a su qu'il allait souvent au salon de Simbarum? Est-ce qu'il a posé des questions là-bas sur place?
En fait, je pense que j'aimerais bien aller y jeter un œil. Peut-être que, si je me souviens bien, bon ça à la limite je peux le demander à un des gardes, mais il me semble que ça avait été mis sur le tapis. Les salons de Symbaroum, c'était plus qu'une auberge, c'était pas une espèce de bordel, ça? C'est une offre à plusieurs tiroirs. Ah oui, oui. Ok. C'est ce que tu as cru comprendre c'est ce que vous avez cru comprendre des échanges, c'est qu'effectivement c'est très réputé, mais on va dire c'est aussi pas nécessaire. Toutes les offres ne sont pas accessibles au commun des mortels. D'accord. Donc, est-ce que moi j'irais bien jeter un œil là-bas, ne serait-ce que parce que Gorak a été frimé là-bas avec ses trouvailles. Je sais pas, est-ce que c'est un établissement qu'il côtoyait beaucoup? Peut-être qu'il a une favorite à qui on pourrait poser quelques questions, genre si je... Non, mais c'est une excellente piste, en effet. De toute façon, nous avons pris le parti d'essayer de remonter sa piste et de savoir s'il était encore en Fort Chardon et le cas échéant de lui mettre le grappin dessus. Donc c'est une très bonne piste. Moi, de mon côté, l'alchimiste pense qu'il aura des résultats dès demain matin. Et s'il en a avant, il préviendra le capitaine. Donc on y verra peut-être aussi plus clair demain matin. D'accord. Vous arrivez d'ailleurs au détour de la fin de cette conversation, dans le laps de temps que vous étiez fixé pour rejoindre la garnison et peut-être croiser la route de votre troisième comparse dans cette aventure. Et je leur fais part de toutes les découvertes que j'ai pu faire à l'Ordo Magica. À moins que j'attendais... Ah oui, Maître Frin, ça sera dans la soirée, c'est ça hein, que j'ai rendez-vous avec lui. Oui, exactement, puisqu'il n'était pas à la tour de l'Ordo Magica. Elle, pardon, n'était pas à la tour de l'Ordo Magica, puisqu'il s'agit d'une femme. Non, pardon. Bon. Donc du coup on met en commun tout ce qu'on a découvert et donc le fait que le Vernam a été vu à l'Ordo Magica à un moment donné où il était censé être ou déjà mort ou en train de mourir. Il a été vu en plus et apparemment tu dis que les écritures, sa signature était différente. Ouais. Alors, ça peut être pour d'autres raisons, mais effectivement, les signatures semblaient être différentes par rapport, alors qu'il était formellement reconnu par deux personnes au moins. Donc, ma théorie farfelue selon laquelle quelqu'un aurait pris la peau de Vernam pour prendre son identité n'est peut-être pas aussi bête que ça en a l'air. Voilà, ou alors le corps que l'on a trouvé sur place, dans l'académie, n'était pas celui de Maître Vernam. Je sais pas. Mais cette deuxième possibilité me semble avoir plus difficile. Enfin, la première me paraît très difficile aussi. Quelqu'un qui se balade avec la peau de quelqu'un et qui lui ressemble sans que ça se voit, sans que... Enfin, comme le sous-entendait, je ne sais plus quelle personne qu'on a rencontrée, il y a d'ailleurs de la magie là-dessous. Mais la possibilité que Maître Vernam ne soit pas la victime à l'académie me semble un peu difficile aussi à entendre, puisque il avait les 2 doigts de coupé. A priori depuis un petit moment, hein, je crois. Hein, c'était pas facile à voir, mais or Maître Vernam, il avait également 2 doigts de coupé. En plus, sa voix a été reconnue. Oui, mais justement, il y avait aussi l'histoire de S-Beta qui a entendu sa voix quand soi-disant des livres sont tombés. Elle a reconnu sa voix, donc est-ce que celui qui a pris son apparence est capable d'imiter sa voix aussi? C'est vrai que j'ai pas demandé aux gens de l'Ordo Magica, mais il a forcément dû parler, ouais. Alors, si toi tu dois retourner
le Najra dit que le parchemin ce sera pas avant demain. C'est ça. Ouais. Et je sais pas, est-ce que toi tu dois retourner voir quelqu'un à l'Ordo Magica ce soir? Oui. Nous on a peut-être une piste au salon de Simbarum. Oui. Près de la porte nord. Qui plus est, près de la porte nord où on veut effectivement enquêter sur plein d'autres choses. Donc à moins que, sauf s'il y a un degré d'urgence, mais à moins que nous allions tous à l'Ordo Magica, puis à la place du crapaud. Oui, très bien. Ouais. Faisons ainsi. Ouais, exactement. Je pense que je vais réussir à vous faire entrer. Tout le monde peut rentrer au moins dans les étages inférieurs. Et puis ensuite, je vais voir si je peux faire mieux. D'accord, moi ça me convient. Juste un petit mot pour le MJ, il est 23h12. Exactement, c'est ce que j'allais vous proposer, c'est de s'arrêter là puisqu'on a fait un petit cheminement ce soir sur les différentes pistes. Donc ça vous laisse évidemment avec encore un certain nombre de questions en suspens, mais avec déjà quelques éléments aussi qui ont pu alimenter votre réflexion. Donc on va s'arrêter là pour ce soir et on se retrouve la prochaine fois.